Vigneronne, vigneron, le Minéral Show est un programme construit avec vous et pour vous. Nous décryptons ensemble et dans la bonne humeur les tendances et évolutions de la filière vin dans le monde. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci de te prêter au jeu du second épisode du Minéral Show. Avant de te présenter, je vais introduire notre sujet du jour. Les vins rosés, les vins tendances, les vins qui font la fierté de grand nombre d'exploitations viticoles en France. Des vins qui s'exportent très bien, qui s'importent aussi bien, on le verra. Donc on va parcourir ces sujets avec toi, Fanny, sur ces sujets, voilà, puisque tu es de la partie. Absolument. Bon, l'intérêt, c'est d'y ajouter aussi une touche numérique en proposant une analyse avec Romain qui reflète un peu la bonne santé commerciale de ces vins rosés sur Internet. Alors, en te présentant très rapidement, je faisais allusion au fait que tu étais de la partie. Tu n'es pas vigneronne, mais tu es une femme du vin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ton travail, tu vas nous l'expliquer, tu travailles respectivement pour des AOC et puis plus globalement pour des vins rosés de Loire, sur des missions de marketing, de prospective. Ce qui fait de toi une personne au cœur de la connaissance et des enjeux. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais ce métier-là et nous préciser quel est ton rôle aujourd'hui ? Oui, pas de problème. Du coup, moi, j'ai commencé à travailler pour la Fédération viticole Anjou-Saumur il y a presque 3 ans maintenant. Je travaille spécifiquement sur les AOC Cabernet d'Anjou, Rosé d'Anjou et Rosé de Loire. Et donc, effectivement, comme tu le précisais, je suis en charge d'accompagner les vignerons sur leurs choix stratégiques. Donc, je suis mandatée par eux. C'est bien les vignerons qui sont derrière mon travail. Moi, je suis leur bras armé, mais c'est bien eux qui décident, que ça soit tant sur leur positionnement stratégique, marketing, communication, événementielle, que la technique. Parce qu'il faut être bien sûr que le produit soit en adéquation avec les attentes du consommateur. Est-ce que le produit est toujours de bonne qualité ? Et ça, les vignerons ont à cœur de surveiller ces produits-là et l'évolution de la qualité des produits. Donc voilà, c'est un poste effectivement assez 360 degrés. Très bien. Et ça fait combien de temps exactement que tu fais ça ? 2 ans et 6 mois. Ok, super. Quelque chose très comme bien. Ça. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de se croiser sur des grands salons professionnels, notamment à Provagne, ces derniers temps. Si on rentre dans le cœur du sujet, on va parler de production, savoir où en est la France par rapport à ses concurrents. La France a cette qualité d'être à la fois très consommatrice, aussi exportatrice. Bon, on a des pays comme les USA, l'Espagne, l'Italie qui eux aussi courent derrière nous en termes de production. L'Espagne, elle, a cette qualité d'être la première exportatrice. Oui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la France aussi consomme des vins espagnols, rosés. Bon, il y a un vrai critère de différenciation qui est aussi au niveau du coût. C'est intéressant de voir aussi que la production mondiale continue de s'étendre avec des pays comme l'Australie, le Chili. On a lu récemment dans une des dernières enquêtes de l'OIV et puis aussi des études de France Agrimaire que il y avait une consommation qui continuait à grimper et que les pays aujourd'hui producteurs n'étaient pas toujours en capacité de répondre à ces attentes. Est-ce que tu peux nous faire un panorama un peu complémentaire ? Oui, bien sûr. En prenant au hasard l'exemple de la France, on est le premier producteur de rosé, le premier consommateur, mais on en consomme tellement qu'on doit importer du rosé. Donc là, c'est dans la continuité de ce que tu disais. Effectivement, on ne produit pas assez. Pourtant, on produit près de 7 millions d'hectolitres par an, sur un marché de 23 millions par an à peu près. On en consomme beaucoup plus que ça. Donc on doit importer. Donc effectivement, comme tu disais, l'Espagne se positionne plutôt sur un marché de prix. Les cours de vrac sont autour de 30 €. Donc pas du tout en cohésion avec nous en France, où là on est plutôt au-dessus de 100 € en général. L'Italie a un positionnement un peu moyen. Effectivement, maintenant, je crois plus d'un tiers des rosés ont traversé une frontière. Donc ça voyage énormément à travers tous les pays. L'Australie, les États-Unis aussi beaucoup.
avec notamment les Côtes de Provence qui ont lancé un peu la croissance effrénée des rosés dans le monde entier et ont vraiment un peu donné le top départ il y a 10 ans avec les USA en faisant une entrée fracassante à l'exportation. Ok. Donc, voilà. Très bien. Ça permet cette ouverture, notamment grâce aux pionniers que sont la Provence, permet aussi à des vins d'appellation de Loire de s'engouffrer aussi sur ces marchés-là, notamment les marchés US. Alors oui, je pense que tout le monde en a bénéficié. Oui. Et puis ça permet aussi de remettre en avant des régions qui étaient historiquement productrices, ce qui est le cas des vins de la Loire, les Cabernets d'Anjou, il s'en est toujours fait. Et finalement, voilà, c'était consommé régulièrement. La production a certes augmenté sur ces 20 dernières années, mais pas de manière si folle que ça. Mais ça met en avant, ça a mis en lumière des appellations rosées qui ne l'étaient pas avant. Parce que maintenant, on considère depuis enfin 5-10 ans le rosé comme du vrai vin. D'accord. Et pendant longtemps, c'était un peu le vin, s'il n'y a pas de rouge, s'il n'y a pas de bulle, s'il n'y a pas de blanc, on boit du rosé, mais c'est pas génial. Et maintenant, il y a une vraie fierté à boire du rosé et à considérer qu'il y a une vraie offre organoleptique. Si on compare un Tavel avec un Côte de Provence, avec un rosé d'Anjou, là, on a des vrais profils tout à fait différents et avec une vraie recherche d'accords mets et vins, comme peuvent le suggérer les rouges ou les blancs. Ok. Super. Bon, ce panorama est très clair. Ça peut être intéressant maintenant de se tourner vers Romain pour qu'il puisse aussi nous dire quel effet miroir on peut constater, notamment sur les réseaux sociaux, sur les tendances de recherche liées au vin rosé. Merci Quentin. En effet, du coup, l'objectif de ma petite chronique, ça va être de mettre un petit peu de numérique dans nos échanges, de survoler, alors on va pas aller en profondeur des stats, mais survoler un petit peu et voir ce que nous disent tout simplement les internets sur notre appétence pour le rosé. Premier réflexe, du coup, c'est d'aller voir sur les recherches, donc les recherches Google principalement. Quelles sont les tendances de recherche? Est-ce que ça va corroborer notre impression, à nous qui sommes dans la filière, notre impression de sujets qui monte et qui est sur une croissance assez pérenne maintenant, je pense. Si on fait le panorama sur l'année écoulée, vraiment, ce qui saute aux yeux, et du coup, ça ne fait que confirmer ce qu'on peut ressentir, c'est l'effet saisonnier de l'intérêt pour le rosé, avec un pic de recherche, en gros, de janvier au printemps, c'est un petit peu mou, et un gros pic de recherche à partir de mai, avec ensuite une croissance sans discontinuer jusqu'à la semaine du 8 au 14 juillet, qui est la plus grosse semaine en termes de recherche de rosé sur Google, donc du terme rosé. Clairement, c'est le plein été. Ensuite, on a une petite décroissance à partir de début août. A priori, en août, je pense qu'il y a déjà moins d'activité sur les recherches Google, ce qui expliquerait cette décroissance. Et puis on descend jusqu'à la fin de l'année, avec un petit rebond en décembre avec les fêtes de Noël, mais c'est toujours les sujets gastronomiques, tu vois. Donc peut-être que du coup ça nous donne un signe comme quoi on commence à se poser la question des accords rosés et mai pour Noël, ce qui est intéressant peut-être comme signal faible à relever. Et le plus bas, c'est du 20 au 28 janvier, qui est la pire semaine de l'année, où là, de toute façon, je pense qu'on cherche ni rosé, ni rouge, ni blanc. On a juste envie de dormir. Donc, clairement, il y a, je pense, a priori, un effet météo sur l'intérêt de la recherche pour le rosé. Ensuite, au niveau régional, sur la France dans un premier temps, les régions à partir desquelles on recherche le plus le terme rosé. Alors attention, c'est pas forcément qu'on est résident de cet endroit, mais c'est qu'on est dans cet endroit-là quand on fait la recherche. C'est la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est devant. Ensuite, Champagne-Ardenne. D'accord. Ouais. J'ai eu la même réflexion. Ok. Ensuite, Languedoc-Roussillon. Aquitaine et puis Corse, voilà, pour les 5 de tête. Okay. Là encore, en faisant des raccourcis peut-être, mais on a quand même envie de dire, rosé c'est aussi synonyme de lieu de vacances, en tout cas des régions de France qui sont plutôt attirantes pour leur côté
maritime, soleil, des lieux de détente où il fait beau, excepté Champagne-Ardenne. Donc peut-être que du coup cette conclusion n'est pas aussi simple. Je ne peux pas vous en dire plus. Hormis que on a peut-être un gros attrait de champagne rosé, je sais pas. Peut-être, oui. Voilà, ça se confirme un petit peu après quand on analyse les requêtes plus en précision. Donc probablement peut-être des touristes qui passent en Champagne et qui s'intéressent au champagne rosé. Ensuite, qu'est-ce qu'on recherche? Alors, le sujet associé numéro 1 en termes de progression, c'est-à-dire que là, on va chercher les sujets qui ont eu le plus de progression dans l'année passée, c'est le rosé bleu. Voilà. Ah Donc, oui. grosse interrogation, je pense, technique sur comment on arrive à avoir du rosé bleu. Ensuite, pénurie, sujet numéro 2. Oui. Voilà, pénurie de rosé. Sujet numéro 3, qui n'est pas très drôle, mais lié à un fait d'actualité, immolation. Voilà. Dans l'année 2018, c'est vrai. Il y a eu on se cet souvient événement. qu'il y a eu une tentative d'immolation au rosé. Sujet numéro 4, la bouée. La bouée rose, le flamant rose, tout Ouais, ça. la bouée, attention, Ouais. bouée bouteille de rosé. Donc, Bouée, est-ce que bouteille je de peux rosé. trouver une bouée pour faire flotter ma bouteille de rosé, probablement dans ma piscine ou à la mer? Voilà. D'accord. C'est quand même c'est la 3e requête associée sur Ok. Google. Oui. Et enfin, mâts, donc des mâts provençaux qui sont producteurs de rosé. Donc là, peut-être la recherche la plus intéressante, entre guillemets. Voilà. Le bilan, c'est que c'est pas tellement des sujets sérieux, sauf la pénurie, qui, a priori, est un sujet sérieux et qui inquiète tout le monde. Et ce qui vient confirmer le fait que on est vraiment en France dans une particularité où on consomme pas mal de rosé. Et oui, on sait que l'offre ne répond pas forcément à la demande. Et d'ailleurs, ça inquiète tout le monde. Sur le monde, on a à peu près, en gros, le même effet saisonnier. Ce qui est intéressant, c'est que ça se contrebalance progressivement par l'hémisphère sud, qui a donc des saisons opposées aux nôtres. Ce qui pourrait nous faire penser que ce serait un moyen aussi de répondre à cette problématique de stock, d'être sur un produit très saisonnier pour un producteur, et de chercher à diversifier ses canaux entre hémisphère nord et hémisphère sud, probablement pour pouvoir écouler tout au long de l'année. Idéalement. Oui. Je sais pas, j'ai eu une illumination comme ça, je me suis dit, si je vendais du rosé, j'essaierais d'en vendre et en Australie et en France. Oui, mais il y aura une petite contrainte technique à un moment, les vendanges, le temps de la mise en bouteille, la vinification. Ouais. En général, en France, on finit début décembre. Ouais. Le temps de l'envoyer en Nouvelle-Zélande, C'est chaud. l'été peut être passé. C'est chaud, effectivement. Mais ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Peut-être une piste. Les 5 premières régions en termes de recherche, c'est la France, qui est loin devant. En 2 et 3, on a Martinique et La Réunion, donc, qui sont des territoires dom-tom. Ensuite, on a le Luxembourg, puis la Hongrie. D'accord. Ouais. Et oui. Ensuite, quand on va chercher un peu plus loin, en Amérique, on a, avant les États-Unis, on a le Brésil et le Canada. Donc là, on n'est pas en termes de chiffre de consommation, je le répète, mais en termes d'intérêt pour la recherche rosée. Le Brésil qui est quand même assez loin devant les États-Unis. J'étais assez surpris aussi. Plus proche en Europe, on a aussi des pays surprenants comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, qui montrent plus d'intérêt pour la recherche rosée que l'Allemagne et le Royaume-Uni, par exemple, qui sont pourtant identifiés comme des marchés consommateurs bien installés. Bon, encore une fois, c'est pas les résidents de ces pays, mais du coup, on a forcément probablement un effet vacances, peut-être dû au fait des vacanciers qui vont dans ces pays. Mais ce qu'on peut en retenir, c'est que malgré tout, il y a un intérêt pour ce produit-là dans ces régions, et probablement du coup une recherche du rosé et des consommateurs potentiels. Voilà. Peut-être que l'offre pourrait se développer dans certains de ces pays. Enfin, sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la tonalité est clairement détente, estivale, tonalité et couleur claire. Donc, genré féminin, un peu, mais c'est de toute façon Instagram un média qui va survaloriser, je pense, les contenus genrés féminins. Et c'est pas très net non plus. D'ailleurs, à ce niveau, on a vu que les habitudes de consommation, par exemple au Brésil, les hommes consomment plus de rosé que les femmes. Donc, on trouvait intéressant de souligner que genrer absolument sa com sur le rosé, c'est pas une bonne idée, parce que ça répond pas
enfin, on verra ça plus tard, je crois, avec toi, Quentin. Sur Facebook, on a très peu de publications, qui sont surtout le fait de domaines producteurs qui parlent de leurs produits. Donc là, c'est pour suivre un petit peu plutôt la phase production, vie au domaine. Et sur Twitter, c'est un bon équilibre entre des consommateurs, des producteurs, des experts. Voilà, il n'y a pas spécialement de ligne, de guide éditorial à respecter. On a un contenu plutôt équilibré. Tous réseaux sociaux confondus, les publications qui génèrent le plus d'engagement sur l'année passée tournent autour de faits divers, un petit peu ce que j'ai ressorti tout à l'heure, surtout la pénurie de rosée, qui est vraiment... D'ailleurs, c'est le sujet, quand on cherche les sujets autour du vin qui ont généré le plus d'engagement sur les réseaux sociaux en France, c'est la pénurie de rosée. Oui. Donc même devant des sujets sur le rouge, le blanc, les bulles. Donc c'est comme... quel bilan on pourrait faire? J'ai l'impression que c'est comme une confirmation que le rosé, c'est quand même plutôt un vin de moment qu'on va chercher pour accompagner une ambiance, des moments partagés avec d'autres personnes, et qui n'a pas cette communication peut-être parfois un peu intellectualisée qu'on peut trouver plus sur d'autres types de vins. Et alors je sais que ça change parce que l'offre aussi évolue, on a des rosés plus de gastronomie, mais ça peut aussi être une bonne nouvelle quelque part pour les producteurs dans la manière d'avoir plus de liberté pour présenter son produit, être moins dans des codes, se faire plus plaisir, être plus ouvert et probablement faire aussi plaisir aux consommateurs avec des produits un peu libérés de l'approche très œnologique. Voilà pour mon bilan. Merci Romain pour cette chronique des internets et des vins rosés. Fanny, j'ai une remarque justement par rapport à ce qui ressort, à ce côté qualitatif du contenu qui, quand on est éventuellement communicant ou qu'on travaille justement des marques avec des savoir-faire, avec des histoires, on a tendance plutôt à se réfugier derrière une communication plus un peu moins libérée, justement. Est-ce que aujourd'hui, cet appel d'air que provoquent ces vins, ces ambiances, ces univers, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte dans votre stratégie de communication dans le cadre de ton métier ? Oui, tout à fait. Quand on a établi le plan stratégique donc avec les vignerons pour les 3 appellations, donc Cabernet d'Anjou, Rosé d'Anjou et Rosé de Loire, qui ont des profils tout à fait différents. Hein. Cabernet d'Anjou, Rosé d'Anjou plutôt tendre, Rosé de Loire plutôt sec. On s'est posé la question à qui on veut parler, à qui on veut s'adresser. Donc on s'est intéressé aux chiffres, aux études que tu as regardées de l'OIV et de France Agrimaire. Et donc effectivement, c'est pas si genré que ça. Là, c'est beaucoup de préjugés bien lourds. C'est un vin de femme. Alors, les hommes ne le disent pas, mais ils en boivent. L'étude le révèle et remet un peu l'église au milieu du village. Donc, on a pris ça en compte, de ne pas faire une communication uniquement féminine, parce que ça serait se couper de quand même un nombre de consommateurs assez important. On a aussi pris en compte effectivement que le rosé, c'est un peu... Alors, c'est du vin, mais il a un positionnement intermédiaire qu'on pourrait assez rapprocher des cocktails à la mode, tels que le spritz ou les mojitos. Et ça plaît un peu à ce même type de consommateur. Et donc, on recherche aussi ce type de consommateur-là. Cette cible-là, celui qui aime le spritz, le mojito, pourrait être tout à fait intéressé par le rosé, marketingment parlant, et peut-être pas par du blanc et du rouge. Et donc effectivement, ça nous laisse une liberté de communication un peu plus large, et il ne faudrait surtout pas qu'on s'enferme uniquement dans les codes de rouge ou de blanc, même si, bon, on peut toujours... y en a-t-il vraiment Oui, certaines appellations sont vraiment très cadrées, mais c'est vrai qu'on a moins ce côté snobinard, si je m'autorise ce terme, concernant le rosé. C'est plus léger, plus facile d'accès. Et voilà. Donc, effectivement, on prend en compte ces tendances et les réseaux sociaux, le digital en sont le vecteur de communication. Nous, on communique beaucoup dessus. Instagram, comme tu le disais, Romain. Facebook aussi. Mais toujours avec, en France, évidemment, le cadre de la loi E20, où on ne fait pas n'importe quoi, et, parce que la consommation, on ne doit pas inciter à la consommation.
Tu parlais justement d'Instagram. Avec Romain, pardon, on avait relevé une anecdote assez amusante. C'est que amusante si on veut, c'est que si on cherche le hashtag rosé sur Instagram, vous remarquerez que les résultats sont trustés par des groupes, un groupe notamment de pop coréenne, ce qui fait que c'est pas forcément évident avec ce mot-clé-là de trouver des informations sur les vins rosés, parce qu'on est complètement bousculé par cette avalanche de contenu. Est-ce qu'il y a des mots-clés, que vous utilisez particulièrement dans votre communication ? Alors c'est vrai que nous, on fait beaucoup référence à nos appellations d'origine contrôlée qui sont pour nous gages de qualité, et nos consommateurs sont extrêmement fidèles. Je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs. On est effectivement consommé 2 fois plus l'été, mais 2 fois plus seulement. Ça veut bien dire que quand il y a des consommateurs qui toute l'année consomment du rosé, et ce signal faible dont tu parlais correspond très bien au rosé. Je crois que des gens maintenant préfèrent du rosé toute l'année et pas seulement que l'été, et notamment avec des appellations qui s'y prêtent assez bien, les rosés de gastronomie, donc pour le rosé de Loire ou les Tavel par exemple, ou les Côtes de Provence évidemment, mais aussi pour des rosés un peu plus atypiques comme les Cabernet d'Anjou, rosés d'Anjou, qui avec leur tendresse et leur douceur finalement peuvent s'apprêter à des accords un peu surprenants dont on n'a pas l'habitude et qui cassent les codes du vin, là, typique. Et par exemple avec du foie gras, un rosé d'Anjou, un Cabernet d'Anjou, je vous y invite, si avec une petite compotée d'agrumes, ça fait le lien, c'est assez fruité et c'est déstabilisant, et c'est vrai que les gens iraient plutôt nécessairement sur des blancs liquoreux qui peuvent être un petit peu trop chargés en sucre et un petit peu de légèreté. Donc effectivement, la communication sur les réseaux sociaux, c'est aussi les accords mets et vins. Parce que les gens se questionnent pour aussi surprendre les invités. Donc l'appellation, les accords mets et vins, la région, plus largement en dehors que de l'appellation, donc Val-de-Loire pour nous, et puis après des instants de consommation effectivement. Apéro, voilà, le hashtag qu'il faut associer avec en général, c'est vrai que le rosé, on a vraiment cette image-là, convivialité, amis, voilà, tous ces réflexes de partage en fait, parce que le rosé se partage. Effectivement, et c'est vrai que la difficulté aussi aujourd'hui en France pour communiquer autour du vin, il y a des contraintes. On sent vraiment que dans d'autres parties du monde, on laisse beaucoup faire des influenceurs ou ces personnes qui ont une audience vraiment surmultipliée, voire démultipliée auprès de populations cibles de moins de 35 ans. Est-ce que vous travaillez aussi avec ces personnes-là ? Est-ce que vous travaillez sur des questions de localisation, de localité, pour faire valoir justement les rosés de Loire ? Oui, absolument. On s'est posé cette question-là justement l'année dernière, et on a invité des blogueuses, des influenceuses plus exactement. Blogueuses, c'est un petit peu vieux maintenant. Donc des influenceuses de la région et d'ailleurs à venir durant les vendanges. Donc là, c'était en septembre dernier. Et on avait pris aussi des gens d'Angers et de Nantes parce qu'on a l'impression que les gens n'ont pas le réflexe consommer le rosé de sa région. Et les influenceuses là-dessus ont été superbes. Même, il y avait un homme aussi. Et ils ont vraiment joué le jeu à fond de consommer local, le rosé de chez vous. On le fait pour les rouges, les blancs. Quand on va en Savoie, on va facilement consommer un vin de Savoie. Blanc ou rouge, mais on n'a pas ce réflexe-là pour les rosés. Et j'invite donc les gens à faire la même chose quand vous venez en Bretagne, en Normandie, en Vendée, Pays de la Loire, plus largement, ou en Touraine, à consommer des rosés de la région. Les rosés n'ont pas voyagé et vous ferez plaisir à des consommateurs locaux, des producteurs locaux, pardon. Voilà, donc oui, on s'en est servi dans ce cadre-là, et puis pour moderniser et aussi aller chercher effectivement un peu de jeunesse dans nos consommateurs, et puis les éduquer. Leur dire voilà comment se fait le vin, quelles sont nos typicités pour nos appellations très particulières. Donc voilà, oui, donc nous, oui, effectivement, on a besoin des influenceurs globalement. Clairement, ils ont leur rôle à jouer. Donc on invite tous les professionnels à
à s'inspirer justement du travail que vous faites pour aussi à reprendre et pour valoriser leurs produits. Pour finir, est-ce qu'il y a une date là, qui arrive pour nos Ligériens qui nous écoutent, professionnels ou particuliers, à retenir dans le calendrier pour venir vivre une expérience autour des vins de Loire? Alors oui, il y en a une. Alors le nombre de places est extrêmement limité, c'est que 100. C'est une expérience unique, c'est un concept un peu unique. J'en dirais pas trop, parce que le but c'est de venir et voilà. Donc c'est à Angers, ça se passe au restaurant La Réserve qui est situé sur le quai, donc avec une superbe vue sur le château d'Angers. Et ça s'appelle les Instants Rosés Privilégiés. La com n'est pas encore lancée, mais ça va partir. Okay. Et donc, c'est un dîner avec beaucoup d'animation et de rebondissements autour des appellations. Super. Fanny, c'est parti pour la dernière séquence dégustation, pour nous remettre un peu de toutes ces émotions. On va être sur un vin de Loire. L'actualité fait que c'est bien aussi de soutenir nos domaines viticoles, nos vignerons et vigneronnes, qui s'évertuent à faire des vins toute l'année et qui sont aussi soumis à de rudes épreuves de temps en temps. Alors ce vin blanc a une histoire un peu particulière. J'ai rencontré le vigneron le lendemain des Salons des Vins de Loire en 2018. Il neigeait, c'était assez incroyable et j'ai eu la chance de pouvoir monter dans ces caves troglodytes où il faisait 12 degrés. On avait l'impression que c'était qu'il y avait du feu, tellement il faisait chaud par rapport à la température extérieure. Vigneron assez incroyable dans l'histoire et sur une appellation de Loire, Saint-Nicolas de Bourgueil, pour ne pas tout dévoiler. Voilà, donc, je te remercie encore d'avoir pu participer à ce deuxième épisode du Minéral Show et instant dégustation. Merci. Bon choix. Ouais, c'est très très bon. Ouais, c'est bon. C'est des chenins. Oui. Du chenin, pardon, du domaine Frédéric Mabillot. Qui est, j'y étais encore il y a 2 semaines. Je suis passé les voir. Ils font gros travaux chez eux. Et c'est très bon. C'est assez passionnant de les entendre parler justement de leur chenin quand Saint-Nicolas de Bourgueil, on les connaît vraiment pour le rouge. Pour le rouge, voilà, oui, et donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Oui, le chenin a de belles choses à montrer. On ne connaît pas encore tout, mais c'est en cours. Super. Bon, Fanny, c'était un plaisir de te recevoir. Merci pour l'invitation. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt.